bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, suite au drame survenu à Dassazoumé, le 29 janvier dernier, quelques compagnies de transport ont commencé par mettre l'accent sur les mesures de sauvetage. Certains les intensifient afin d'assurer une traversée en toute sécurité à leurs clients. Des interrogations se posent. Les passagers ont-ils vraiment connaissance de ces issues de secours et quelles sont ces mesures-là? Éléments de réponse dans ce reportage. Depuis le drame de Dassazoumé le 29 janvier dernier, des passagers de Cotonou-Parakou sont toujours inquiets. Mais ils n'ont d'autre choix que d'effectuer le voyage. On est en prière que rien ne nous arrive sur le tronçon et puis c'est tout. Sinon, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. On reste en prière pour arriver à destination en bonne santé et que rien ne nous arrive. C'est toujours les mêmes voyages. Mais si il y a eu drame, c'est la volonté de Dieu. Parce que personne ne saurait que ce drame allait se passer. Hey, ils sont réticents. S'ils peuvent marcher, ils n'ont qu'à marcher. On ne peut pas marcher pour aller à Parakou. Donc on doit forcément prendre un moyen, c'est-à-dire un matériel roulant. Et donc, si la personne a peur, ça veut dire qu'il n'a rien qui l'oblige à aller. Nous, on a des choses qui nous obligent à voyager. Dans le but de leur assurer un voyage confortable, la plupart des bus disposent de mesures de sécurité. Les responsables d'autocars en sont au courant, mais cette information est peu connue des voyageurs. À moins que peut-être maintenant, si on y entre, on va nous orienter par rapport aux mesures de sécurité, au cas où il y aura un incident ou bien... Sinon, je suis souvent sur le tronçon, mais je n'avais pas connaissance des mesures de secours, des mesures d'urgence qu'il faut en cas de difficulté ou quoi. Déjà que c'est écrit, on se dit que vraiment les gens vont le savoir. Or, en réalité, c'est faux. Ces mesures sécuritaires sont de deux ordres. Primo, les objets que fournissent le confectionneur du bus et secondo, les dispositions que mettent en place les compagnies de transport elles-mêmes. Il y a les mesures techniques fournies par le constructeur du véhicule même. Et je pense que depuis l'an 2000, c'était déjà une obligation pour que les véhicules soient dotés des ceintures de sécurité. Le constructeur a mis en place des issues de secours, c'est-à-dire il y a certaines vitres sur lesquelles on a mis issues de secours. Et c'est à ces endroits que vous allez trouver les marteaux, les petits marteaux rouges pour pouvoir casser les vitres. Regardez la vitre. Vous avez vu, issue de secours. Ça veut dire qu'il y a problème. Quand tu enlèves le marteau, bon, d'un seul coup, ça se brise et puis on peut s'évader par là. Les bus sont équipés d'extincteurs. Maintenant, au cours des voyages, l'agent de navigation prend en charge quand même les passagers. Donc il y a un speech qui se fait déjà avant le voyage pour leur dire comment le voyage va se dérouler. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et que quand un passager constate quelque chose d'anormal au cours du voyage, il peut faire appel à l'agent de navigation. Bon, nous avons les mesures de maintenance qui sont aussi les mesures de sécurité, c'est-à-dire contrôler l'état des pneumatiques, faire un contrôle après chaque voyage. Donc voilà à peu près les mesures que nous prenons. Le travail qui reste à faire pour ces compagnies de transport est la vulgarisation de ces mesures de sauvetage. Par ailleurs, des dispositions vont être prises par le gouvernement pour régulariser ce secteur d'activité. Les acteurs du transport commun souhaitent que le gouvernement se penche sur certains points essentiels tels que la formation des agents et le recyclage fréquent des conducteurs de bus. Merci à vous, Jeannot Doupeillon. Les députés élus à l'issue des élections législatives du 8 janvier dernier seront officiellement installés le 12 février prochain. Selon les tests, en l'occurrence le règlement intérieur du Parlement, l'installation des députés élus au terme des élections législatives donc, est conduite par un bureau d'âge. Ce bureau d'âge est composé d'un président qui est le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le plus âgé des députés élus. Il est accompagné dans sa mission par deux plus jeunes députés
avancé en âge. Déjà, ça se discute du bureau de l'Assemblée nationale 9e législature. Quelle serait donc la configuration du prochain Parlement? Élément de réponse avec Ruth Aurore Rondio. Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 8 janvier 2023, la prochaine étape à suivre est l'installation des 109 représentants du peuple. Et conformément aux dispositions de l'article 153-2 alinéa 2 de la Constitution, cette cérémonie a lieu le deuxième dimanche du mois de février de l'année électorale et donc le dimanche 12 février prochain est présidée par le doyen d'âge. Selon l'article 85 de la Constitution, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en 2 sessions par an. La première s'ouvre dans la première quinzaine du mois d'avril, la seconde se tient dans la quinzaine du mois d'octobre. Mais selon les dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la première séance de chaque législature est présidée par le doyen d'âge du Parlement, assisté par les 2 plus jeunes députés pour remplir le rôle de secrétaire jusqu'à l'élection du bureau du Parlement. Et au regard des âges des 109 députés déclarés élus par la Cour constitutionnelle au terme des législatives du 8 janvier dernier, Barthélémy Widjenogny est le plus âgé de la 9e législature à 75 ans révolus. Élu sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans la 5e circonscription électorale, il lui revient donc de convoquer les députés pour leur installation. Pour remplir cette fonction, il sera assisté par Monifa Tidjani Karim et Titi Layo Adjayi. Les deux ont le même âge, 32 ans, nés le même jour et élus sur la même liste, celle du bloc républicain, dont respectivement la 13e et la 22e circonscription électorale. L'article 7 du règlement intérieur du Parlement précise, je cite, « Le bureau d'âge dirige les séances plénières de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du bureau composé du président et des 6 autres membres qui doivent intervenir au plus tard dans les 15 prochains jours qui suivent la première séance. Ainsi, comment pourrait donc être constitué le bureau du Parlement au vu des statistiques des résultats définitifs? Moi, je vois un bureau de l'Assemblée nationale avec 3 ou 4 députés UPR, dont le président, et un des vice-présidents, dont un questeur et dont le secrétaire parlementaire. Donc, ça fait le président. Donc, ça fait 4. Le BR2 et puis les démocrates 1. Alors, moi, c'est ce que je vois. Si on veut ouvrir aux démocrates, si on nous passe aux démocrates, il peut prendre une commission technique. Parce que le gouvernement intérieur a demandé à ce que ça se fasse autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Et la Cour constitutionnelle a peut-être tranché une fois là-dessus. Donc, je ne pense pas que l'Assemblée soit obligée de donner aux démocrates. Mais il me semble qu'il y a une tradition. C'est un équilibre, tout au moins. Voilà un peu, pour moi. Au Parlement, je ne suis pas consultant pour le Parlement, je ne suis même pas dans les partis politiques. Donc, cette prise de position sur le perchoir, sur le bureau, c'est beaucoup plus d'une spéculation. Il n'y a pas d'analyse dans la matière. Il n'y a pas d'analyse dans la matière. La seule constance, c'est que c'est l'UPR qui a gagné les élections, c'est l'UPR qui a le perchoir. Donc, ça, c'est le premier élément. Et pour ce faire, c'est tellement simple. C'est parce qu'aujourd'hui, le Parti Talon est encore là. Et il est un peu le chef de ce dispositif transitoire que nous avons en place. Sinon, demain, quand ça va se jouer en rapport de force, l'UPR peut s'ouvrir au BR, comme il peut s'ouvrir aux démocrates. Oui. Et demain, débaucher serait une très mauvaise manière de fonctionner. Parce que nous travaillons pour que les choses se passent de manière cohérente. Donc l'UPR débaucher, c'est pas clean. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout est un peu en ordre, parce qu'il y a un chef. Il y a un chef qui conduit une transition dans laquelle les gens sont installés. Donc, dans cette dynamique, je ne vois pas le BA et l'UPR aller ailleurs que de faire front. Mais demain, après-demain, dans d'autres élections, dans de pareilles circonstances, dans une pareille configuration, tout est possible. On peut avoir BR plus démocrate, on peut avoir BR UPR, on peut avoir UPR les démocrates. Ça se joue selon l'offre du moment. Quant à Isidore Zinsou, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, les 53 députés qui représentent son parti sont tous des potentiels élus au bureau du Parlement et le vote se fera dans le respect des textes. Nous avons 53 députés. Nous n'avons pas positionné sur nos listes
des gens qui ne sont pas capables donc d'occuper des postes, quelle que soit la sensibilité des postes, quelle que soit la délicatesse des postes. Tous sont les qualités qu'il faut pour être à des postes que le parti décide de leur confier. Et donc la présidence de l'Assemblée nationale du Bénin, nous avons 53 députés, chacun d'eux peut prétendre occuper ce poste. Je suis sûr qu'au niveau du bureau politique et de la direction exécutive nationale, que la question est évoquée et continue d'être évoquée. Nous avons 53 députés et nous allons avoir le poste de président de l'Assemblée nationale. Et les autres postes, vous les laissez précisément quel poste, vous laissez précisément quel poste aux autres formations politiques? Nous avons 109 députés. Nous avons 53 députés à l'Union progressiste de renouveau. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Du côté du parti politique, les démocrates. Et nous avons aujourd'hui les textes qui nous indiquent du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons les textes qui nous prescrivent le comportement à avoir dans la formation. C'est dans ce cadre. L'élection du président du Parlement se fait conformément aux dispositions des articles 15 et 16 de la Constitution et elle peut avoir des députés, mais le délai ne doit pas excéder 15 jours selon l'article 7 du règlement intérieur du Parlement. Tous les regards sont donc rivés vers le 12 février prochain. Voilà, et nous restons à l'Assemblée nationale pour parler de la sortie médiatique du porte-parole vendredi 3 février dernier. James William Gbagidi a évoqué plusieurs questions, dont entre autres les préparatifs pour l'accueil de la 9e législature. Nous le suivons ici. Face aux professionnels des médias, le directeur adjoint des services de l'information de l'Assemblée nationale et porte-parole de l'Assemblée nationale, James William Gbagidi, a jugé important de dresser le bilan de la 8e mandature qui a été marquée par plusieurs réformes. La 8e législature a procédé à la relecture des lois organiques sur la Cour constitutionnelle, sur la HAC, mais aussi la loi portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Concernant la promotion de la paix et de la concorde nationale, la 8e législature, dirigée par le président Louis Gbagbo Nwulavonou, a mis un accent particulier sur la promotion de la paix et de la réconciliation entre les Béninois. Cette législature, enfantée dans la douleur du fait des élections législatives de 2019, dont on se souvient, a décidé d'adopter plusieurs lois, dont notamment la 2019-39, portant amnistie des faits commis à l'occasion de ces élections-là, 2019, la 2019-41 modifiant et complétant la charte des partis politiques en République du Bénin pour corriger les insuffisances de la précédente mouture de la charte des partis politiques, la 2019-43 portant code électoral en République du Bénin pour corriger là aussi ce qu'on a reproché au code électoral précédent, la 2019-44 portant financement public des partis politiques pour la première fois en République du Bénin et la 2019-45 portant statut de l'opposition. On retient que la mandature sortante de l'Assemblée nationale repose sur 3 points essentiels: vote et adoption de plusieurs lois touchant les réformes politiques, institutionnelles, la gouvernance parlementaire, le renforcement de la sécurité et la sûreté de l'institution parlementaire. Les dispositions nouvelles qui ont été ainsi mises en place ont contribué à ramener progressivement un climat de paix, définitivement scellé, vous avez pu le constater, par le déroulement admirable des élections législatives de janvier 2023, après les troubles enregistrés en 2019, 2020 et dans une certaine mesure en 2021. Concernant maintenant l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Les citoyens, ce sont autant les personnes qui travaillent pour l'État que les agents
du privé, les personnes démunies et les nantis, les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas. De nombreuses lois votées au cours de cette législature permettent de valoriser et d'améliorer les conditions de toutes ces personnes-là. Certaines lois votées par la législature sortante ont porté sur le statut de certaines communes de l'État, des agents de l'État, la police républicaine, les fonctionnaires des douanes, des eaux et forêts et chasses, plusieurs catégories de magistrats. En améliorant leurs statuts respectifs au fil des lois, le législateur a aussi accru leurs responsabilités dans les fonctions qu'ils exercent et leur obligation de probité et de loyauté vis-à-vis de l'État et du peuple béninois. En termes clairs, la 8e législature a voté des lois qui touchent le quotidien des citoyens, a conclu le porte-parole de l'Assemblée nationale. Voilà, comme vous venez de le constater, c'était là le bilan de la 8e législature du Parlement béninois qui a été présenté par le porte-parole James William Gbagidi. Et il faut rappeler qu'au cours de cette sortie médiatique, il est revenu sur les préparatifs de l'accueil de la 9e législature qui va s'installer le 12 février prochain. Les 109 députés de la législature trouveront place au sein de l'hémicycle. Vous allez le constater avant ou à partir du 12 février prochain, aucun député ne va partager son siège avec un voisin. Les 109 trouveront place et, comme à l'accoutumée, les ministres de la République qui viennent pour accompagner l'Assemblée nationale à l'occasion des séances plénières auront également de la place pour s'asseoir sans aucun problème. À ce propos-là, il y a sans doute de quoi se satisfaire du travail qui est en train d'être accompli. Il était chargé de réaménager l'hémicycle en attendant que notre nouveau siège ne soit prêt. Autre élément de cette édition, lancement de la plateforme web pour la gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant, CAPE, une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 2 février à la salle de conférence du Fonds national de la microfinance. C'était en présence de la représentante de l'UNICEF près le Bénin, des promoteurs des CAPE et des cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Sir Tossa et le cadre pour le compte rendu. Exploiter les vastes potentialités qu'offrent les nouvelles technologies pour la gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant CAPE au Bénin d'une part, et mettre en application le nouveau décret relatif au renforcement de la gestion et du contrôle des KPE. Ce sont entre autres les objectifs visés par la mise en place et le lancement de la plateforme numérique de la gestion des centres d'accueil et de protection de l'enfant, une initiative du gouvernement béninois soutenue par l'UNICEF Bénin. Cette plateforme numérique est une innovation à plusieurs niveaux. Une innovation technologique qui apporte un changement dans le modèle de gestion des KPE en permettant de réduire les délais entre les demandes d'ouverture adressées à l'administration et la réponse, puis de gérer la complexité dans le traitement manuel des dossiers. Une innovation sociale aussi, parce qu'elle apporte des réponses nouvelles à des besoins jusqu'à présent mal satisfaits, en offrant un accès libre et continu 24 heures sur 24 au grand public. Un moyen aussi efficace pour assainir le milieu de protection des enfants qui nous concerne tous et toutes dans les institutions à travers un suivi plus rapproché des CPS et de la DFEA en passant par les directions départementales. Et enfin, un moyen de préservation des documents pour une longue durée sur des supports numériques dupliqués à plusieurs endroits. L'UNICEF a été ravie et heureuse de s'associer au ministère pour pouvoir appuyer le développement de cette plateforme en mettant à disposition un budget et un consultant pour accompagner le développement de la plateforme. Selon la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, cet outil vient mettre fin aux irrégularités observées dans le rang de certains promoteurs de KPE. La mise en place et le lancement de cette plateforme web répond à un diagnostic pluriel. Il fera conjuguer au passé les multiples plaintes des promoteurs
Concernant le manque d'appui de la part de l'État, la durée du processus, les pertes de dossiers, etc., il permettra aux promoteurs et aux gestionnaires des KPE de pouvoir s'inscrire en sécurité pour obtenir leur autorisation d'ouverture, de tenir le pari des 2 sessions annuelles du comité qui a la charge de l'étude des dossiers, d'assurer une meilleure qualité de cette opération en même temps que la qualité des prestations et services aux enfants. La plateforme permettra à l'État de connaître la situation des structures afin de mieux organiser ses interventions auprès d'elles, de mettre à jour la liste des structures reconnues que tout le monde pourra consulter et de favoriser la fermeture définitive de tous les centres qui trichent et qui mettent en danger la vie de nombreux enfants par une pratique illégale et illicite de la protection de remplacement au Bénin. Il faut signaler qu'il y a un autre lancement ce vendredi 3 février. C'était au collège d'enseignement général Bégamé à Cotonou. Des activités pédagogiques dans le cadre des classes culturelles. La cérémonie a connu la présence des ministres du Tourisme, des Arts et de la Culture, assisté de son homologue du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Jeannot Doupeillon nous fait ici le point. C'est désormais possible de perfectionner son art en musique, en danse, en dessin et en théâtre dans plusieurs collèges du Bénin. Depuis 2018, ce projet est peaufiné pour révéler le talent des apprenants dès leur bas âge. Et ceci s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la rédaction des curricula. Je veux parler des programmes qui ont été réalisés. Après la rédaction des curricula, nous avons procédé au casting pour pouvoir recruter les encadreurs culturels. Ces castings ont été faits sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu ensuite l'acquisition du matériel. Et après l'acquisition du matériel, donc vous avez vu un peu ce qu'il y a, ce que vous avez vu ici, c'est exactement dans 89 établissements. Ce sont 16 communes plus Cotonou où ce sont les arrondissements qui sont ciblés. Donc à Cotonou, vous avez 13 arrondissements, donc 13 établissements. Donc après donc, la distribution du matériel, nous avons procédé à la formation des encadreurs culturels avant qu'on ne se retrouve aujourd'hui pour la rentrée des classes culturelles. Cette ambiance du vendredi soir est identique dans 89 établissements sur toute l'étendue du territoire national. J'ai fait la coopérative scolaire à l'époque. Je crois que c'est une très bonne chose d'aller chercher les ressources à partir de la base. Notre culture n'est pas des moindres dans le monde entier. C'est un projet qui va être élargi dans tous les collèges du pays. Un pari gagné pour le président Patrice Talon et son gouvernement. J'ai été agréablement surpris de constater que sur les 300 que nous attendions comme inscrits, nous sommes allés à 800, plus de 800, seulement au sujet des gamins. Les encadreurs n'ont pas été sélectionnés par hasard. Ils ont été sélectionnés avec une méthode très rigoureuse. On s'est assuré que c'est des professionnels et également on les a formés. À travers ce programme du gouvernement, nous attendons dans les années à venir de grands artistes qui feront la fierté du Bénin, qui aideront donc à révéler notre pays. Effectivement, c'est l'aboutissement d'un long processus de préparation, mais c'est aujourd'hui surtout le démarrage d'une nouvelle ère pour la culture et les arts dans notre pays, le Bénin. Aujourd'hui, les arts et la culture, c'est de l'économie. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'on parle des industries culturelles et créatives, et ce sont des industries qui permettent de créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Évidemment, des directeurs de chaque établissement, et ils doivent obéir aux règles qui régissent les établissements d'enseignement secondaire. Culturel du Bénin ces derniers mois, ce projet phare du gouvernement se veut révélateur des grands talents béninoises. Et pour les meilleurs, ils pourront se faire former dans les écoles plus pointues selon leur discipline, a conclu le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts.
Et nous allons en Chine également pour parler culture. C'est désormais une tradition. Cette année encore, pour le Nouvel An chinois, un timbre Année du Lapin a été émis par la Poste française. Jade Chal, un de nos confrères, nous amène ici au musée de la Poste à Paris pour la découverte. Une visite au musée de la Poste, c'est une plongée dans l'histoire et la société française. Cette salle présente toute la production philatélique française, depuis les origines jusqu'à nos jours. On y trouve même le premier timbre, émis en 1849. Des timbres courants, mais aussi des timbres commémoratifs qui marquent des événements ponctuels. Parmi les plus récents, un nouveau timbre Année du Lapin pour le Nouvel An chinois 2023. Ce n'est pas la première fois que la Poste française émet un timbre pour l'année du lapin. En effet, depuis 2005 déjà, chaque année, elle crée un timbre spécial avec un animal du zodiaque chinois pour le Nouvel An. Le premier timbre de cette série date de 2005, donc il commence avec l'année du coq. Donc c'est un timbre qui représente l'année du coq et qui va commencer cette série. Donc c'est une création de deux artistes femmes qui vont créer donc ce timbre. À partir de 2006, donc l'année suivante, la Poste va faire appel à un nouvel artiste, à un artiste chinois, qui s'appelle Zhuang Li. Et donc à partir de là, c'est vraiment le début d'une longue collaboration. Le timbre du Nouvel An de 2023 a été illustré par l'artiste chinois Chen Tianhong. La Poste, à partir de 2019, va demander à un nouvel artiste, Monsieur Chen, de réaliser 2 blocs feuillets. Le thème du Nouvel An chinois sur l'année du lapin d'eau, puisque cette année 2023 est consacrée au lapin d'eau. Monsieur Chen va réaliser 2 blocs feuillets. Chaque bloc feuillet est constitué de 5 timbres identiques. Mais c'est uniquement le format qui change. Donc il y a les 4 timbres sont de plus petit format et il y a un timbre de grand format. Donc vous avez 2 blocs feuillets, un pour le tarif de la lettre verte et un pour le tarif international à 1,80 €. Avec son lapin blanc dodu qui évoque une légende chinoise, il a tout pour séduire petits et grands. C'est le timbre du lapin parce que il était mignon. Je trouve qu'il est mignon et qu'il est joli. L'année du lapin, il est superbe. Il va avoir beaucoup de succès. C'est sûr. Édité à 380 000 exemplaires au tarif économique et 330 000 pour l'international, le timbre de l'année du lapin est disponible depuis le 16 janvier. Voilà, c'est depuis le pays de Mao Tse-tung et de Xi Jinping que nous allons mettre un thème à cette édition, tout en vous rappelant que vous pouvez également nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre chaîne YouTube ETélé Bene et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bene. ETélé avec vous, pour vous.